Oui, donc cette revue a été créée ici dans cette fondation par un monsieur tout à fait exceptionnel, Clément Seller, qui a fourni effectivement, comme l'a dit ce matin Maurice Aymar, son successeur, qui a fourni la logistique en partie à cette revue, et surtout ça a servi de protection pour ne pas être une revue militante, extérieure. Donc il fallait lui donner une couverture scientifique. Donc c'est né ici, et c'est né justement à un moment où le champ politique en Algérie était très restreint, et que l'on combattait toute expression qui n'était pas l'expression officielle. C'est-à-dire, si on s'exprimait pas dans l'arabe classique, on va dire ça comme ça, et dans les options, dans les optiques politiques dessinées par le pouvoir, bien évidemment, on était en marge, on était même combattu. Et ça a été pour le cas de Mamri, comme vous le savez bien, qui était un écrivain, qui a toujours travaillé sur la langue berbère et sur cette culture-là depuis les années 50, je dirais bien avant l'indépendance de l'Algérie. Et à partir de 62, malgré le fait qu'il ait combattu pour l'indépendance, malgré le fait qu'il ait été justement le président des écrivains algériens, et bien à partir de 67, on va dire ça comme ça, et bien il a été perçu comme persona non grata parce qu'il avait publié les poèmes de Semohan, parce que petit à petit il y a une prise de conscience qui existe, qui a commencé à exister en Algérie, mais aussi et surtout en immigration. Ça, je pense qu'il faut vraiment le souligner, parce que je pense que cette culture-là, sans l'immigration, elle n'aurait pas pu se développer comme elle s'est développée en Algérie. Et donc voilà, c'est ici qu'elle est née, et on a voulu une revue scientifique pour permettre de comprendre justement aux gens qui étaient dans la lutte, de comprendre ce pourquoi ils se battaient. Donc voilà, et aujourd'hui aussi, malheureusement, il y a des gens qui sont dans le combat politique et ils n'ont pas d'instruments intellectuels et culturels pour savoir un peu, pour connaître l'histoire, pour connaître l'anthropologie, pour connaître leur société. C'est pas simplement de l'essentialisme comme on a voulu le faire passer. On le fait passer d'ailleurs pour ça. Les Kabyles, c'est des séparatistes, c'est des diviseurs, etc. Je pense que pour nous, c'était pas du tout ça. Bien au contraire, c'était comment, grâce à la culture, construire une Algérie plurielle, une Algérie démocratique, une Algérie égalitariste. C'était la seule condition justement pour pouvoir avancer, et surtout rendre justice à ces populations-là, et les populations algériennes en général, mais berbères en particulier. Je pense surtout à la Kabylie et à l'Aurès, qui ont beaucoup donné pour l'indépendance de l'Algérie. Donc ces populations-là, au lendemain de l'indépendance, se sont sentis frustrés, exclus parce qu'ils n'avaient pas la bonne langue. Vous voyez ? Et pour que tout ça soit cohérent et soit entendu, il fallait donc expliquer, il fallait analyser, il fallait démonter ces mécanismes de domination. Awal, qui a été fondé par Mahmoud Mamri et Tassadet Yassine, arrive comme une entreprise de démystification, de lutter contre les idées reçues, autour de tout ce qui touche la culture et la langue amazigh. On se rappelle qu'à la fin des années 70, il y avait le bulletin d'études berbères, qui était issu du groupe d'études berbères de Vincennes. Ensuite, ce bulletin d'études berbères est devenu Tissouref. Et ensuite, à partir des années 80, 84, Awal naît. Et Awal, contrairement à Tissouref, qui est qui récoltait un peu des tribunes libres, des articles et tout, Awal va beaucoup plus en profondeur. C'est une revue qui va vers la sociologie et vers la littérature. Elle est à la confluence de ces deux thématiques, et là-dedans, elle est transgressive. L'intérêt de la revue, c'est de faire connaître et de combattre par des arguments scientifiques des dominations symboliques, c'est-à-dire permettre
aux uns et aux autres de vivre avec leurs différences sans être minorés, sans être diminués. Ensuite, le deuxième élément qui est tout aussi important, c'est que les différences, les altérités ne se limitent pas aux Berbères. Elles se jouent dans toutes nos sociétés contemporaines. Et avoir une revue qui a une exigence scientifique forte et qui a le souci d'être très ouverte, eh bien, ça offre un espace pour celles et ceux qui veulent s'instruire, qui peuvent se confronter. Ça leur permet de mieux connaître les processus de différenciation, les processus relatifs aux altérités. Et quand je dis les altérités, je pense qu'il est extrêmement important de dire que ces différences ne sont pas figées une fois pour toutes. Il ne faut pas fixer les Berbères à une époque donnée, il ne faut pas fixer les arabophones à une période donnée, il ne faut pas fixer les francophones à une période donnée. Donc c'est tout cet ensemble qui est mouvant, et une revue comme ça a le mérite d'offrir la possibilité à des chercheurs, jeunes ou moins jeunes, d'exprimer leurs analyses à partir d'enquêtes, toujours d'enquêtes situées, c'est-à-dire il ne s'agit pas de faire des propos qui se voudraient généreux pour dire « ah c'est bien, c'est vrai ». Non. Et je pense que vous avez bien écouté ce matin ce que je disais. Avoir le souci de complexifier, ça ne veut pas dire monumentaliser. Ça ne veut pas dire sacraliser. Non, ça veut dire que simplement, il y a des gens dans certaines régions du monde où parler le berbère est fluide. Dans d'autres régions du monde, c'est moins fluide. Ça veut dire que vous avez des gens, j'ai pris l'exemple de jeunes gens qui étaient avec moi, qui du jour au lendemain se trouvent étrangers dans leur propre pays. C'était l'Algérie. Ils viennent, ils quittent leur maison, ils quittent leur village, leur région, ils se trouvent dans la région d'Alger et tout d'un coup, ils sont confrontés à une forme de langage qui n'est pas le langage qu'ils avaient connu. Et donc moi je pense que tout ça, ça gagne à être connu. L'importance de la revenue à Wells, je vous la donne du regard en fait d'une petite fille qui est arrivée d'Algérie à l'âge de 2 ans et demi, de Kabylie, et qui a grandi en France, et qui a passé sa vie à chercher des sources, à comprendre d'où elle venait. Et c'est vrai que la découverte d'Awel, c'est la découverte d'une construction d'un patrimoine militant, d'un travail, d'un laboratoire en fait. Alors Tassadit t'expliquait que c'était comment la construction s'est faite, mais c'est cette force, ce caractère militant, ce caractère aussi avec des bouts de chandelle en fait, qui est passionnant, et la matière qui est apportée pour qui veut comprendre d'où il vient, pour mieux se construire dans une société qui post-décoloniale et dans le cadre particulier de l'immigration des années 80. Ce qui me paraît fondamental dans cette revue, c'est qu'elle est d'un côté pluridisciplinaire dans ses intentions. Elle est à la fois spécialiste de la langue, de la culture, des traditions orales et d'une certaine sociologie inspirée et puis soutenue par Pierre Bourdieu, mais aussi par des auteurs comme Mouloud Mamri, dont on oublie qu'il est aussi un grand écrivain et dont il faut se rappeler les dialogues qu'il a publiés avec Pierre Bourdieu sur la manière dont on doit conduire un terrain en ethnologie lorsqu'on n'est pas dans sa propre culture. Mamri a cette double casquette que je trouve passionnante. Il est anthropologue, c'est-à-dire il étudie, il réfléchit, il a un engagement permanent sur la culture berbère. C'est un grand nom de l'Algérie. Et donc il ne faut pas le cantonner à la berbérité. Il est berbère, il est engagé dans la berbérité, mais il est aussi algérien et il est aussi francophone. Et donc, à un moment donné, non seulement il produit des œuvres scientifiques avec l'anthropologie, j'ai évoqué dans ma conférence la relation, l'entretien qu'il a fait avec Bourdieu. J'invite tout le monde à lire cet entretien, il est vraiment très très bien. Mais il a un autre avantage, il est romancier, je l'ai dit tout à l'heure aussi, et il a écrit un roman que j'invite à lire, très doux, sur un petit village de Kabylie, avec une histoire romantique un peu surprenante, parce qu'on se dit, ah mais dans ces petits villages, comment... Eh ben oui, un jeune homme qui voit une jeune fille qui voit un jeune homme, et un attachement, c'est très doux,
c'est dans la langue française, c'est dans une belle langue française, et ça dit tout. Ça dit tout, c'est-à-dire que oui, il est berbère, oui, il raconte une histoire d'un petit village, oui, c'est une communauté qui ne doit pas être écrasée, qui a le droit à la dignité comme toutes les autres, et oui, il y a des histoires d'amour dans ces lieux-là. Donc Mamri, non, c'est passionnant. Une autre culture traditionnelle, que ce soit kabyle ou autre, ou berbère d'ailleurs, tout en gardant sa spécificité, les vertus qui étaient les siennes au départ, qu'elle a transportées à travers des millénaires, elle peut maintenant, dans un contexte moderne, les retraduire et leur donner une certaine vitalité, leur donner une certaine teinte qui fait qu'elles sont à la fois vraies, je veux dire authentiques, et tout de même viables, fiables, dans le contexte de 1983, si vous voulez, où nous sommes. Enfin, oui. Voilà. Pour nous, berbères, la culture berbère est, le plus souvent, peut-être pas pour nous qui avons été à l'université, mais nous sommes minoritaires, mais pour l'ensemble, c'est vraiment la culture tout court. C'est là qui est la leur. Un Breton, qu'il le veuille ou non, accède à la culture française dès tout jeune, enfin, etc. Il est obligé de s'inscrire dedans, si vous voulez. Même en opposition, même en contestation, il est quand même obligé de se définir à l'intérieur. Tandis que un berbérophone naît dans sa culture, de moins en moins maintenant, bon d'accord, mais qu'importe, il y a une autre forme de récupération, il naît dans sa culture, il se développe dans sa culture et il continue de n'avoir comme expression culturelle que celle-là. Ça veut dire quand même qu'il y a là, si vous voulez, une nuance qui, à mon sens, méritait d'être soulignée. Ce qui est fondamental dans cette réunion pluridisciplinaire de la revue AWAL, c'est qu'elle refuse d'être l'expertise d'une spécialité des sciences sociales et qu'elle entend réunir des compétences de différentes expertises pour produire une cohérence intellectuelle et un dialogue de rencontres et d'enrichissement mutuel. Ce qui est central dans cette revue AWAL, en outre, c'est la défense et l'illustration de ce que j'appellerais le dualisme méthodologique. C'est-à-dire que chacun des contributeurs d'AWAL, de par sa spécialité, ne cherche pas à s'enfermer dans sa spécialité d'expert, mais cherche à montrer qu'il aborde des objets d'enquête qui sont extérieurs à lui, mais qu'il aborde par rapport à des présupposés qui viennent de sa tradition académique, etc. Donc déjà, chaque contributeur de cette revue est dans une sorte de porte-à-faux fertile entre un apprentissage académique universitaire officiel venu d'une culture qui quelquefois est extérieure au matériel mobilisé, et puis la confrontation et la rencontre avec un domaine local très particularisé qui fait dialoguer une méthode scientifique avec un appareil factuel d'un enregistrement fait sur le terrain à travers des études de livres, des entretiens ou des séjours prolongés. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette volonté de maintenir un dualisme méthodologique, c'est-à-dire qu'on est à la fois en dehors et dedans. Mais il n'y a pas de relativisme culturel. Personne ne vient plaider l'absolutisme d'une expertise ou l'objectivation d'une expertise. Elles sont chaque fois des prétextes de questionner. Et ça, c'est quelque chose qui est rare, parce qu'on a beaucoup de ces revues qui sont culturellement refermées sur la culture dont elles parlent, où on a au contraire des revues de genre positiviste ou scientiste qui, elles, abordent
tous les domaines qu'elles étudient en fonction des grilles méthodologiques qui sont celles de la modernité occidentale de telle époque. Si vous voulez, à ce point de vue-là, AWAL est une véritable revue de sciences sociales d'un point de vue comparatiste, et elle s'oppose en beaucoup de ces revues d'aujourd'hui de sciences politiques qui vont appliquer partout des grilles d'analyse et faire rentrer dans des boîtes communes des choses qui culturellement ne prédisposaient pas à être rangées dans ces boîtes. Donc AWAL, c'est une revue constitutivement comparative et dont les rencontres s'enrichissent mutuellement. Les lecteurs d'AWAL ou les contributeurs d'AWAL apprennent de la revue des choses qui les remettent en question et qui réouvrent des interrogations. C'est ça qui me paraît intéressant dans cette revue. Et, encore une fois, c'est un exemple très rare à l'heure actuelle. Que vous avez parlé de mon parcours en tant que personne originaire du sud du Maroc. Donc j'ai fait mes études à Agadir. J'ai fini mes études dans cette institution ici même, à l'EHESS. C'est grâce à AWAL qu'on a découvert les sciences sociales et c'est grâce à Madame Yassine et à AWAL aussi qu'on a pu intégrer cette institution prestigieuse qui nous a permis de finir de notre parcours comme bon nombre de mes camarades, de mes collègues de recherche qui ont été formés ici, qui sont pour certains retournés dans leur pays d'origine, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, dans d'autres pays, pour continuer la recherche dans ce sujet. Mais c'est donc AWAL et Madame Yassine qui a permis de nous doter des instruments de travail. مقالبنا البروج مكالما نبقى مقالي غزاكالي كوس مقالك موت مقال 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 أني قندي تخدود رتسولي تمرك أني قندي لدي كيسن ويا غبوس أدي في الزندم وقايق الشنفة أني قندي لدي تتعبولي غروي أني قندي منكاف ويا غوغاس يردني وتبنادم سدت لنا ملاح. Elle est particulière pour deux sujets, pour deux raisons. La première est déjà dans son nom, AWAL. C'est pour nous la première revue qui porte un nom amazigh. Donc il a d'abord une dimension symbolique, à savoir légitimer, donner une légitimité à la recherche en amazigh, que ce soit en linguistique ou en sciences sociales, en sciences humaines et sociales, donner une légitimité à ce champ. C'est-à-dire que ça nous donne quand même c'est un travail académique, c'est une revue académique qui émane d'ailleurs en plus de l'Institut de la Maison des Sciences de l'Homme, qui est une très grande maison, qui est une référence dans les sciences sociales. Donc le fait qu'une revue porte ce nom, et qu'il émane d'un tel institut, ça donne une légitimité à notre travail, à notre champ de recherche. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, comme je vous disais, c'est une revue assez généraliste. C'est-à-dire, il brasse entre les linguistiques, l'anthropologie, la sociologie, l'ethnographie. Il y a tellement de sujets qu'on a pu trouver de quoi nous nourrir, de quoi pouvoir travailler. Un linguiste dirait autre chose, dirait pas la même chose, dirait pas autre chose, pardon, parce qu'il y a beaucoup d'articles aussi sur les linguistiques. Parmi les numéros que j'ai cités tout à l'heure dans mon intervention, dans chaque numéro, il y a et des articles en linguistique et des articles en sciences sociales. Donc c'est une revue généraliste, c'est une revue très symbolique qui a été mise entre nos mains à partir de 1996 pour ma part et pour d'autres depuis les années 80. Et c'est tout le charisme et tout le talent de Tassaradit Yassine qui a été de faire une revue de rassemblement où il y avait des textes qui émanaient de toute Tamazra, c'est-à-dire de tout l'univers amazigh, des Canaries jusqu'en Égypte, en passant par la Libye, le Niger, l'Algérie ou le Maroc. Et c'était une revue éminemment transgressive dans la mesure où elle était en dehors des sentiers battus et elle a fait avancer, je dirais, entre guillemets, la cause amazigh, comme ont pu le faire les chanteurs de l'autre côté, comme Idir en Algérie,
Algérie avec Mengelet ou d'autres gens, au Maroc comme le Mchaheb, Nassel Riwan ou Nedjet Tabou, en Tunisie, le mouvement aussi de la chanson a été un mouvement très important, comme Chef Raddam aussi. Déjà, il faut rendre hommage à Tesset Yassine qui a fait exister et fait vivre la revue depuis la disparition de Mamien, depuis celle des Bourdieu, voilà. Très juste, le Kabyle chantait parce qu'il n'écrivait pas. Et la chanson, à plus forte raison, parce que ça touche tout le monde, donc le commun. Et du coup, l'essentiel qui se faisait dans la poésie, mais la littérature kabyle se faisait d'une façon orale. On a eu déjà la chance d'avoir de grands artistes, de grands auteurs, chanteurs, qui ont hissé justement la chanson à un niveau intellectuel inouï. Sachant que Imzoura, les chanteurs Imzoura, كثر هذيك السن ونسمع ونسان توحتم في السن مكيد كيران لا كولونيزاسيون يعني لانوك وغورن كيمرني وفان ديماسي اشو ورزنا فدن سمكتها توجور وين كيقرك لي حياتن نشاف مازال مزيت سي الهم من الدنيا تينزرا مازال النظار من كل جنس نخلطيت نفهم الدنيت واش قاموا نسينا نغار اول نغنوزنيت في حل ما نكتبت ونستحي ما نهضر بدنا مكتيني عدن الفرحة المحان يقوم ولد يصبر نكادم كولي برذن نسن العيبة ذي الهان نخلط الحوت ذي البحر بدنا مكتيني عدن الفرحة المحان يقوم ولد يصبر نكادم كولي برذاني نسن دي العيبة ذي الهان نخلط الحوت ذي البحر ثورة ممزون ور نسين نسو سمق لغنا قيم نسرى جودك وكريم انصدر الحباب ذي مولان ثورة ممزون ور نسين نسو سمق لغنا قيم. Il se trouve que la chanson kabyle est divisée justement en deux parties. La partie Igden Zgawalagin Yahyaten, pour des raisons différentes. Une autre partie, il dit sur le fait Chérif Khdam. Chérif Khdam, c'est Gmid Dilhaq, la chanson qui était un tabou et tout ça, non. Et pourtant, c'est ma marque, et pourtant, il sort pas chez des phares de Cheikh el-Jama, ou mais il y a Cheikh el-Jama des phares. Non, il y a du luxe siran, il faut cette mort, il y aura d'abord à Ouattara Alger, en 47 c'est à France. Il avait cette sensibilité particulière à s'intéresser aux arts, à s'intéresser à en 65, il a signé une chanson que personne n'attendait. C'est Ignorant de Guerfio. D'abord, il était porté par le milieu universitaire. En fait, il y avait une attente chez les étudiants qui ne se retrouvaient pas de la chanson traditionnelle glen. C'est pas qu'ils Nacho, non, c'est juste les nouvelles générations, les étudiants. Voilà, les chanteurs anglo-saxons de l'époque, Elio Ferré, des Romiens, de Brassens, mais ils avaient besoin de quelque chose qui était à la hauteur de leurs aspirations, de leurs questionnements, de leurs problématiques. Enfin, des problématiques de l'époque qui relevaient un petit peu de leur niveau intellectuel, des sujets qui les préoccupaient, mais les étudiants en sociologie, et Saad aussi, il s'est attaqué d'une façon à la crise identitaire. Tamazir dans l'identité urbaine, ça a été un
يونور دار يحكي في اللنغي عزيز ياسمين من بغا نعيش ديك العناية المزية كرن دوراوي ما سكنوا ذي مسافة. C'était un hommage aux premiers étudiants qui se constituaient en collectif pour la défense et la revendication de la culture et l'identité kabyle. Le dernier numéro est apparu l'année dernière sur Pharaoun, un personnage tout à fait exceptionnel. C'est pour ça aussi que les intellectuels sont aussi la précaution de la revue, parce que ce ne sont pas que des savants qui écrivent dans des laboratoires. Ce sont des gens qui sont sortis du peuple, qui ont connu cette Algérie plurielle et qui ont tenter de rendre visibles les cultures dominées. En commençant ici, pour Pharaoun, on commençait par la sienne, mais pas simplement la culture kabyle. C'est la culture kabyle dans sa version algérienne, dans sa version justement dans une Algérie colonisée et en guerre. Voilà. Célébrer le 40e anniversaire, c'est dire que c'est quelque chose qui est complètement enraciné dans l'histoire et dans l'éducation à la fois des populations issues de l'immigration nord-africaine. On rappelle quand même que la langue amazigh est la deuxième ou troisième langue la plus parlée de France. Et maintenant, aujourd'hui, la jeunesse amazigh peut se saisir de cette revue Awal, où on retrouve des écrits de Katab Yassine, de Tahar Djaout, d'Abdelatif Lahabi, de Mohamed Dib, et j'en passe. Donc les nouvelles générations peuvent se servir de cette revue, des articles de cette revue, des dossiers de cette revue, pour avancer du point de vue de leurs origines, de leur identité. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, parce que ici et là, on entend parler de centres culturels berbères en région parisienne, à Paris, dans le reste de la France. Donc les choses un petit peu évoluent. Aujourd'hui, la langue berbère est reconnue dans les pays d'origine. C'est devenu une langue nationale et officielle. Et je terminerai en disant que aujourd'hui, un des acquis essentiels de cette langue qui a toujours eu ses lettres de noblesse, parce que la culture amazigh et l'identité amazigh a inspiré les plus grandes mythologies. Il faut se rappeler que la mythologie grecque, ce n'est ni plus ni moins que la photocopie de la mythologie amazigh. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est les langues maternelles, en tout cas c'est le mouvement aujourd'hui planétaire. Comme on défend la biodiversité, on lutte contre le réchauffement climatique. Et il est temps de dire qu'aujourd'hui, la première des biodiversités, c'est de défendre sa langue maternelle. شو